J'ai envie de faire l'amour avec toi. Alors bonsoir à tous et à toutes d'être venus ce soir. D'abord, on est très heureux de vous accueillir pour ce moment sur l'amour sacré. C'est un thème qui nous tient particulièrement à cœur. Et donc, pour en parler, quoi de mieux que une auteure qui a écrit un livre qui s'appelle Enfin vaginal, voilà, et qui va nous livrer un petit peu son parcours par rapport à justement l'amour sacré et ou évidemment la sexualité sacrée également. Alors ma première question tout de suite qui vient là, parce que voilà, ce livre il a été écrit comme ça. Enfin, tu vas nous dire d'ailleurs exactement comment. En tout cas, quand on le lit, c'est un petit peu la sensation qu'on a, c'est que c'est une fulgurance, c'est un jet, c'est un besoin de dire, un besoin de témoigner, d'expérimenter par l'écriture ce qui a été vécu, ce qui a été traversé, et c'est en ça très touchant. Et donc, je te remercie d'avoir osé. Ouais, parce que c'est pas évident de parler de sexualité devant tout le monde. Voilà, et donc du coup, effectivement, la première question, c'est pourquoi enfin vaginal sur un sujet qui va traiter de la sexualité sacrée? En fait, je voulais faire le pont entre les femmes surtout, même si je pense que les hommes y trouveront énormément de réponses aussi. Mais pour des femmes qui s'intéressent pas du tout à la spiritualité, ni à l'amour sacré, ni à la sexualité sacrée, qui n'en ont jamais entendu parler, mais qui se disent tiens, j'aimerais bien devenir vaginale, parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui nous concerne. Il n'y a que 6% des femmes qui sont vaginales purement. Voilà. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être un Graal à aller atteindre, et ça convaincra plus les femmes qui n'y connaissent rien à l'amour sacré de lire un livre qui leur donne la clé de ça, en fait. Et il se trouve que la clé de ça vient de l'amour sacré. Donc, et pourquoi l'urgence à écrire ce bouquin, ce livre, j'ai re-regardé dans mes notes de mon téléphone, j'avais commencé à écrire le tout début, je crois que c'était le 24 décembre de l'année dernière, et puis je l'avais laissé là, en me disant, je ne me vois pas parler de ça comme ça devant un public. Et puis finalement, en juin, je me suis dit, mais en fait, j'ai ce savoir qu'il y a plein de femmes qui aimeraient connaître, et d'hommes aussi. Et comment faire pour le divulguer finalement, et avec des mots simples, sans aller dans ni l'érotisme, ni quoi que ce soit, enfin vraiment en nommant un chat. Mmh. Et de juin à juillet, tous les soirs, j'étais en train d'écrire, dès que j'avais un moment de libre, j'en avais pas beaucoup à ce moment-là. Et j'ai vraiment senti que j'étais poussée à l'écrire. C'est-à-dire, vraiment, c'était comme si on était derrière mon épaule et qu'il fallait que j'écrive, quoi. Et j'ai senti cette Alors, accord. c'est vrai que justement, aujourd'hui, on a un rapport à la... Je sais pas ce que vous en pensez, vous, enfin, ce qu'on nous... On va dire ce qu'on nous sert très très régulièrement en termes de sexualité, c'est beaucoup des images assez violentes, assez provocantes, même à la télé, pornographiques. Là, je voyais l'autre jour un extrait Alors, moi, je suis de la génération du loft, comme on dit, où tout à coup, un baiser dans la piscine, c'était énorme. Et pour nous, très... Enfin, comment dire... un pas vraiment franchi, quoi. Et aujourd'hui, il semblerait que dans ces talk shows, de ces émissions de la télévision, ils montrent carrément leurs organes sexuels, etc., etc. Il y a une espèce de libération. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est dommage que le corps soit aussi tabou, aussi caché, mais là, il y a vraiment quelque chose de terriblement, comment dire, un rapport, on va dire, au voyeuriste, puisque finalement, on est obligé de les regarder, hein, si on allume la télé. Donc, il y a vraiment ce côté-là où on a l'impression qu'il y a à la fois quelque chose qui est complètement débridé et en même temps qui est complètement perverti, en fait. Voilà. Et ce que j'apprécie dans ton livre,
c'est effectivement que tu appelles un chat, c'est-à-dire que tu nommes les choses. Et ça, c'est plutôt agréable. Parce que souvent, en fait, on peut lire des choses et en fait, ça ne va pas dedans. Donc, ce qui est appréciable, c'est que là, ça va dans le sujet. Hein. Enfin, vaginal, voilà, on l'a. Mais après, dans ton parcours, dans le livre, pour moi, il y a vraiment 2 temps forts. Il y a avant la rencontre, où dans l'écriture même, il y a vraiment quelque chose de cet ordre de même, mais tu vas nous en parler après, hein, de même très cru, très spontané, très, voilà. Et après, où ça bascule et où on est plus dans quelque chose où on sent que quelque part, il s'est passé quelque chose, quelque chose est arrivé, et où du coup, ça passe à autre chose. Ouais. Alors, justement, j'aimerais que tu me racontes un petit peu comment c'est quoi enfin, avant de parler de la rencontre, c'est quoi la rencontre pour toi avec justement la sexualité sacrée, et tu dis dans le livre, le tantra et tout ça, etc. Comment t'en es venue à tout ça? Alors, j'ai une sexualité dite classique, mais alors maintenant je pense que le classique va devenir la sexualité sacrée, donc, mais on va dire la sexualité telle qu'on la voit exposée dans les films, etc. Et j'ai eu un éveil spirituel, on va dire, en 2014. Donc c'est à partir de là que... Alors je ne me suis pas tout de suite mise sur le tantra, hein. D'abord je suis allée plutôt sur la loi de l'attraction, les synchronicités, tous ces trucs-là. Et puis je crois que j'ai entendu parler de tantra pour la première fois, c'était en 2012, donc avant mon éveil spirituel. Et c'était un gars, j'étais en Australie, et c'était un gars, j'ai senti qu'il était un petit peu, je le dis dans le livre, un prédateur, quoi. Quelqu'un qui utilisait le tantra. À ce moment-là, je le perçois comme ça, ouais. Comme un truc pour te mettre dans son lit, quoi. Donc voilà, et puis des années plus tard, je me sépare du père de mon fils, et là, je commence à réentendre parler de tantra, et je cherche un compagnon qui est là-dedans, et j'en trouve un. Et on lit, alors les livres qui sont là, voilà, la femme multi-orgasmique, je le montre. Et puis il y a le couple multi-orgasmique aussi. Donc il y a l'homme aussi. Et il y a l'homme multi-orgasmique, mais ça je ne l'ai pas lu. Je lis ces deux-là, moi. Ouais. Et j'ai lu ça de Mantak Chia, qui est un grand maître taoïste, et qui raconte que on peut atteindre un orgasme différent, un orgasme, on appelle ça de plateau. Ça c'est plutôt Diana Richardson qui dit ça. Et que l'orgasme clitoridien ou l'éjaculation masculine est un orgasme de pic. Et que c'est la même chose, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire l'orgasme clitoridien pour la femme et l'éjaculation de l'homme, ouais, c'est un orgasme de pic, mais pour les deux sexes. Et par contre, l'orgasme de plateau, c'est un orgasme continu pour la femme. Et c'est un multi-orgasme pour l'homme qui n'éjacule plus, qui dissocie l'éjaculation de l'orgasme. Et donc, il n'y a plus d'éjaculation pour l'homme et il fait circuler son énergie dans son corps. Alors lui, il appelle ça l'orbite microcosmique, si mes souvenirs sont bons. Et donc, en fait, ça part du chakra racine qui est donc à la base, là où il y a comment ça s'appelle ? Ce muscle dont tu parlais, le périnée, merci. Donc voilà, le chakra racine au périnée, ça passe dans le dos comme ça remonte et ça repart dans la bouche et ça redescend. Et le but, c'est pour l'homme comme pour la femme, de faire partir cette énergie donc, du chakra racine, de la faire remonter, tac, de la faire repasser dans la bouche. Et en fait, l'orgasme pour l'homme, apparemment, un homme, mais c'est mon compagnon qui m'a dit ça, explose dans la tête, quoi, en fait. Et ça redescend. Alors, apparemment, il ne faut pas le laisser trop exploser et aller vers là-haut. Et donc, il faut le faire redescendre juste en dessous du deuxième chakra. Donc, c'est à 2 cm en dessous du nombril. Et stocker l'énergie là. Voilà, ça, c'est ce que dit Mantak Chia. C'est la théorie. C'est la théorie. Voilà. Dans la pratique, j'ai jamais fait ça. Alors, c'est un truc qui se fait naturellement en fait dans la pratique, que l'homme, lui, malheureusement, doit plus
pratiquer en solo et aussi en couple, parce que c'est plus difficile de dissocier. Si on a toujours associé éjaculation à orgasme, et ben tout d'un coup, demander de dissocier ça, ça demande quand même un certain travail et un certain lâcher-prise aussi, parce qu'en fait, et donc il faut gérer l'excitation, il faut gérer plein de choses. Mais ça se fait au bout d'un moment et quand ça vient, ben, apparemment ce serait aussi bon qu'un orgasme éjaculatoire, on va dire. Alors moi j'aimerais qu'on parle d'avant, parce Oui. que ça on va en parler Après. pendant toute la soirée, mais j'aimerais parler d'avant, Ouais. quand c'est pas bon. Ah, quand c'est pas bon. Alors, Quand quand c'est partiellement bon. Ouais, quand c'est pas bon et quand on se dit mais en fait il y a autre chose qui m'appelle ailleurs. Quand c'est pas bon, qu'est-ce qui se vit en fait? Alors pour moi, il y a une violence immense que les femmes et les hommes se font. Que tu traverses donc dans ton que parcours. j'ai traversé au tout départ de ma sexualité, hein, j'ai commencé à 15 ans. Et la première violence que je me suis faite et que j'ai faite à l'homme avec qui j'étais à l'époque, c'est de mentir, c'est-à-dire de simuler. Parce que quand on simule, on ment. Et en fait, ça c'est une violence énorme parce qu'en mentant, on fait semblant qu'on a du plaisir. Et donc on se fait violence à nous-mêmes parce qu'on n'en a aucun, ou si peu. Et l'autre croit que tout va bien, alors qu'en fait c'est pas le cas. Et donc du coup on lui fait violence à lui sans qu'il le sache vraiment, mais il doit bien sentir à un niveau subtil qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on se donne pas la chance de pouvoir aller explorer autre chose de plus satisfaisant déjà, d'une part. Et ça, ce mensonge de base, en fait, c'est un des messages que j'aimerais faire passer aux femmes et aux hommes. De vraiment se poser la question, ok, est-ce qu'on est au clair sur l'intention de cet acte? Est-ce qu'on est ok avec tout ce qui s'y passe? Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on se dit, voilà, ça j'aime pas? Ou est-ce qu'il y a une gêne à parler de ça? Et s'il y a une gêne, pourquoi il y a une gêne? Et déjà commencer par désamorcer ce truc-là. Et là, du coup, on va descendre un petit peu, on va dire, dans nos profondeurs, dans notre matière. En fait, pourquoi il y a une gêne? C'est-à-dire, j'ai envie de dire, pourquoi il y a une gêne? Alors, moi, je peux vous dire dans mon histoire pourquoi il y a une gêne, parce que c'est vraiment... Mais après... voilà, non, mais je suis là pour en parler, ouvertement, dans le livre, c'est écrit. Donc moi, concrètement, c'est ce que je dis, hein, on est sexué et sexuel en tant qu'enfant, même si on ne découvre pas tout de suite la chose, mais moi, j'ai su que j'étais clitoridienne à 5 ans, ce qui est très jeune et en même temps... Pas forcément, parce que je pense que les enfants découvrent ça assez rapidement finalement. Mais on ne sait pas forcément le nommer à cet âge-là. Et excuse-moi, juste parce que pour bien comprendre, parce que tu dis, j'ai su que j'étais clitoridienne comme si c'était... alors j'ai exploré oui, voilà, le truc. T'explores J'explore et je tombe là-dessus. Et tu sens que tu as du plaisir. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais c'est pas forcément, on n'est pas clitoridien ou... Non, j'explore et j'ai ce plaisir-là. Voilà. Ce plaisir-là, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça fonctionne chez moi, et donc très tôt, je sais ça. Et c'est... Alors, autant on encourage les petits garçons, même si on les encourage à faire ça tout seuls dans leur chambre, mais très tôt, on leur dit, vous pouvez vous masturber, enfin même dans le début d'adolescence, alors que les femmes, c'est pas vraiment le cas, c'est plutôt tabou, et c'est plutôt, enfin moi à mon époque c'était le cas. Après et pourtant, enfin ça dépend des familles. On entend aussi beaucoup les petits garçons arrêtés là-dedans. Enfin, globalement, il y a quand même un énorme tabou. Oui, il y a un énorme tabou sur le sexe en général. Du plaisir. À partir du moment où on fait ça, on condamne quelque part l'enfant à une découverte et à quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cadrer les choses, mais déjà, rien que quand on lui dit « fais pas ça, ça se fait pas, etc. », on est déjà en train de poser un interdit. Ouais. Et du coup, moi, alors, on parlait très ouvertement de sexualité dans ma famille. Je me souviens très bien que ma mère nous avait montré un livre sur comment on fait les bébés. On voyait un couple. Alors, moi, je pense que de nos jours, ce serait trop cru pour des enfants, mais à l'époque, c'était les années 80, j'ai 43 ans. On montrait ça à des enfants et c'était fait pour des enfants de cet âge-là.
et du coup, bon, je savais comment du coup, ce que j'entendais le soir, parce que moi, j'ai vécu cette violence-là. Et moi, je l'ai dit, moi, je l'ai vécu comme une violence. Et j'ai vu une psy des années plus tard qui m'a dit que c'était une violence d'entendre ses parents faire l'amour. Mais sur le moment, moi, je ne savais pas que c'était pas la norme, en fait. Donc, je les entendais. Et dans certaines cultures, ça peut être vécu comme un truc très bien. Moi, je l'ai vécu comme une violence, mais voilà. Et donc, je pense que ça a participé au fait que ce soit tabou pour moi, tout ce qui était sexuel. Parce que je ne le voyais pas, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, j'entendais des cris un peu animaux, voilà. Mais ce qui est une violence, est-ce que c'est parce que c'est pas dit, justement? Ah bah, Est-ce que c'est parce que peut-être. c'est parce que dans des cultures, enfin, il y a des cultures où il y a des enfants qui dorment avec les Oui, parents. c'est ça. Et évidemment, les parents ont des actes sexuels. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut que ça se mélange, hein. Non, Attention. non, évidemment Mais pas. effectivement, est-ce que la violence, elle vient pas du silence, en fait? Encore une fois, tu parlais de mensonge tout à l'heure, tu vois? Ouais, bah Est-ce que peut-être. c'est pas, tiens, voilà, j'entends ces sons-là, mais moi, enfant, j'ai pas mentalement la capacité à comprendre ce que c'est. Je pense que c'est en fait tout simplement, les parents pensaient qu'on était couchés et qu'on dormait et qu'on n'entendait pas, tout simplement. Et donc forcément, il n'y avait pas de... Et puis nous, on n'allait pas leur dire le matin, bah, c'est quoi ce truc qu'on entend voilà, on n'en parlait pas en fait. Voilà. Donc je pense que ça vient de là. Et du coup, moi-même, quand j'ai abordé, donc j'ai eu mon premier rapport sexuel, bon, alors déjà on nous dit que ça fait mal en tant que femme, on a l'hymen qui s'ouvre, donc on a du sang, et puis bah, j'ai vu que ça me faisait rien en fait, et alors tout le monde te disait, bon bah, ça va être génial, tu vas voir. Et ben en fait non. Et donc comment regarder l'autre en lui disant, ton histoire, oui. en lui disant, bah en fait c'est ça. Waouh, c'est Ouais. naze. En fait, j'ai rien eu, j'ai rien. Et alors lui dire que moi, c'était clitoridiennement que ça me faisait du bien et le laisser faire ça, bah pendant 10 ans en fait, j'ai pas réussi. Enfin dans mon histoire, hein, moi c'est moi qui me suis imposé cette propre violence. Hein, mais pendant 10 ans, j'ai pas osé dire aux hommes qui ont traversé ma vie. Bah, en fait, j'ai aucun plaisir vaginalement. Et là, ce qu'on fait, il se passe rien pour moi, quoi. Il n'y a rien. Voilà. Et au bout de 10 ans, j'en ai eu ras-le-bol. J'ai rencontré un mec pour qui j'ai eu un coup de foudre. Et je lui ai dit, bon, bah voilà, ça fait 10 ans que je ne dis pas, enfin, que je n'ose pas éprouver du plaisir clitoridiennement avec un homme. Donc, ça a changé. Donc, voilà, j'ai accepté ça tout en ne le regardant jamais pendant que je jouissais, parce que j'avais peur qu'il me voie, alors qu'il me voyait, hein, c'est lui, il pouvait ouvrir les yeux, il y a que... mais moi c'était comme si, voilà, en fermant les yeux, voilà, moi au moins je voyais pas ce qu'il voyait, et comme une sorte de protection. Et puis on a cherché aussi sur internet comment devenir vaginal justement, on cherchait le point G, on cherchait plein de trucs. Alors j'ai découvert la technique du squirting, alors si vous ne connaissez pas, c'est mettre deux doigts tout au fond du vagin et faire comme ça. Apparemment, il y a même des sextoys qui permettent ça. Bon, moi, j'ai jamais essayé ça. Mais ça ne marchait pas non plus. Et du coup, je me suis fait une raison. Je me suis dit, bon, vaginalement, il ne se passera jamais rien, quoi. En fait, tout en me disant, c'est pas possible que ce vagin ne serve à rien, quoi. Et est-ce que du coup, c'est ça qui a mis la graine de se dire, bah tiens, il y a autre chose à aller découvrir, mais quoi? Bah, en fait, ce qui a mis la graine, c'est que déjà, ma mère m'avait dit qu'elle était femme fontaine quand j'étais avant de mourir, donc je pense vers 13-14 ans. Donc je me suis dit, bon, ça c'est une réaction quand même. Vous savez ce que c'est qu'une femme fontaine? Oui. Bon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une éjaculation féminine, on va dire. On appelle ça une. Enfin, je ne sais pas si le mot éjaculation est le bon mot, mais bon, bref, des liquides qui s'écoulent du vagin. Et puis j'avais une amie, quand j'avais 16 ans, qui m'avait dit, mais alors moi c'est l'extase, c'est l'extase. Donc je me disais, c'est pas possible qu'il y ait des gens ou des femmes qui le vivent et que moi, il se passe absolument rien. Enfin, je m'ennuie, quoi, en fait. Enfin, c'est bien parce que je suis avec l'homme que j'aime, mais en fait je m'ennuie. Voilà. Ok. Et donc, du coup, à un moment donné, il y a effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, la rencontre avec une autre voix. Alors, Ouais. comment ça arrive, ça? Comment ça arrive? Donc, à un moment donné, je m'intéresse au tantra, donc je lis ces livres avec ce partenaire. Et dans les livres, ils disent que pour y arriver, c'est comme une méditation. Donc, une méditation classique,
Enfin, moi, j'ai été à Vipassana. À Vipassana, on se concentre sur le souffle et on essaye de ne plus avoir de pensée. Le but, c'est de ne plus avoir de pensée. Et si on en a, il faut les laisser passer et essayer de se concentrer pour faire le vide en soi. Voilà. Et on nous dit que faire l'amour, c'est comme une méditation. En fait, il faut vraiment être dans l'instant présent, c'est la clé. Et comment on est dans l'instant présent en vraiment faisant attention à toutes les sensations. Donc juste ça, voilà, sentir ce qui se passe quand il y a un toucher de la main, quand il y a un baiser, être vraiment dans le baiser, regarder l'autre dans les yeux. Et peut-être même avant le toucher. Oui, de se regarder, prendre conscience de l'autre, être dans justement, est-ce qu'on a envie tous les deux, dans aussi le respect de l'autre d'abord. Alors ça, c'est vrai que ça, c'est aussi Voilà. quelque chose qui est fondamental. Combien de femmes n'osent pas dire que ce soir... Alors c'est vrai qu'on entend souvent cette petite boutade du devoir conjugal. Non, ou même de j'ai mes règles ou j'ai mal au crâne, mais parce que tellement de femmes n'ont pas pu se dire, n'ont pas pu se déposer en disant voilà, là en fait... Je n'ai pas de désir ou je n'ai pas... Et c'est pas grave en fait, ça peut s'accueillir ça, mais tellement de femmes ne le disent pas et n'osent pas le dire à leur conjoint que ça pose aussi un énorme décalage. Oui, et puis le mot viol conjugal, c'est quand même incroyable de se dire qu'il y a des femmes qui se rendent même pas compte que c'est du viol conjugal, parce qu'il y a des femmes qui se disent c'est horrible cette expression, je vais passer à la casserole. Voilà, c'est d'une violence tellement folle de dire j'accepte de faire l'amour, mais pour que le gars me laisse tranquille et que je puisse passer à autre chose, regarder ma série, faire je sais pas quoi. Enfin, c'est juste terrible en fait. Donc ce respect, moi, s'il y a un truc que j'ai envie que les gens retiennent avec ce livre, c'est ça. C'est déjà qu'il y ait le respect à la base avant de commencer tout acte. Et que chacun soit d'accord avec ça, et que s'il y en a un qui n'est pas bien, on reporte tout simplement, et on attend que ce soit le moment favorable pour les deux. Après, si des situations sont bloquées sur plus long terme pour d'autres raisons, il y a peut-être une thérapie de couple à faire, autre chose, mais en tous les cas, qu'il y ait un respect toujours de ça. C'était quoi la question? Je ne sais plus. Moi non plus, mais c'est pas grave. C'est ce qui est juste. Est-ce que vous vous en souvenez, vous? C'est les joies du direct. Ouais, c'est ça. Non, mais je te relançais justement sur comment, à partir de quel moment effectivement tu rencontres cette autre voie en fait. Alors, donc du coup, j'ai ce premier partenaire, donc on se regarde, on est présent l'un à l'autre, on fait l'amour lentement, puisque dans les livres il est dit qu'il faut faire l'amour lentement pour vraiment sentir les sensations, être présent à l'autre. Mais il ne se passe toujours rien dans mon vagin. Et alors, c'est mieux. Alors, ce que ça a changé quand même pour moi, c'est qu'avant, je faisais l'amour, et ça va paraître fou à beaucoup de gens, peut-être ça vous paraîtra fou, je faisais l'amour qu'avec des fantasmes dans ma tête. C'est-à-dire, comme j'avais appris, moi, dès mes 5 ans, à avoir un fantasme dans ma tête clitoridiennement, et je ne savais pas faire l'amour autrement, donc j'étais jamais présente à l'autre en fait. Je fermais les yeux, je pensais à quelqu'un d'autre, mais j'étais même pas avec la personne, je pense même pas à la personne. Donc déjà, là, ça a été mon premier apprentissage pour réapprendre à être avec l'autre en fait, et ne pas être ailleurs qu'avec l'autre. Et si jamais je me mettais à fantasmer, parce que ça m'arrivait encore à ce moment-là, j'essayais de fantasmer que sur la personne avec qui j'étais. Voilà, ce qui était très difficile pour moi, parce que j'avais toujours mon esprit qui partait dans plein d'expériences autres que ce qui se passait dans le livre. Beaucoup de femmes le traversent, ça. Mais j'ai pas l'impression, parce que chaque fois que je le dis, les femmes me disent « Ah non, je pense au mec qui est en face de moi », et j'ai jamais entendu personne d'autre me dire « Je pense à complètement autre chose ». Peut-être les hommes le disent, mais les femmes rarement. J'ai rarement entendu ça. Bon, après ça, on n'est pas dans la tête de chacune, mais... Voilà, moi je vous le dis, en tous les cas, ça a été une rééducation. Ensuite, j'ai été avec un gars qui était polyamoureux. Alors, polyamoureux, ça veut dire avoir plusieurs partenaires. Et ouvertement, c'est-à-dire il n'y a pas de tromperie dans le sens où on se dit qu'on a plusieurs personnes dans sa vie. Alors, pourquoi j'ai accepté d'être avec ce mec? Parce que ça faisait 10 ans qu'il faisait du tantra et que je me disais, c'est l'aura du prince tantrique, quoi. Lui, il va pouvoir ouvrir un truc chez moi, quoi. Il aura la clé, quoi. Lui, au moins, il saura m'ouvrir vaginalement. Non, mais c'est vrai. Mais donc, il n'y a pas de rencontre. C'est-à-dire que c'est pas encore le moment de la rencontre. C'est toujours pas le moment de la rencontre, mais alors, il me fait un massage tantrique. Alors, un massage tantrique, c'est un massage de tout le corps avec de l'huile.
mais vraiment des pieds à la tête. Et ça se finit par une main posée sur le sexe, mais sans masturbation, sans rien, et un doigt sur le troisième œil. Et c'est censé justement éveiller le corps complètement, justement au toucher, à la sensation, à être dans le moment présent, etc. Et moi, je me souviens très bien quand j'en ai eu là pour la toute première fois, je me disais, ah mon mec, il est en train de faire ça à plein d'autres nanas. Et c'était horrible pour moi. Et en fait, impossible de me concentrer sur ce que je ressentais, puisque je me disais, bah en fait, il va faire ça à plein d'autres meufs. Alors c'est marrant parce que toi qui faisais l'amour en pensant à d'autres, Ouais. là Ouais. tu te mets dans la situation opposée et donc c'est quelque part cette expérience de vie te met dans l'autre, enfin dans la situation miroir Ouais, c'est ça. et tu te dis non, ça c'est plus possible. Ouais, c'est plus possible. Et c'est ça qui est intéressant dans le livre, c'est qu'on voit les étapes de cheminement, on va dire personnel, on va dire, d'éveil et comment la vie te met face finalement au miroir qui va te permettre d'avancer et puis de lâcher finalement. Ouais. Et alors ce qui s'est passé donc avec mon dernier compagnon, donc je lâche bien sûr le gars polyamoureux, c'était pas du tout dans mes valeurs, en plus moi je suis vraiment hyper fidèle et j'aime que mon homme soit hyper fidèle à moi. Donc c'était pas du tout mes valeurs, mais bon, je me suis égarée, ça, on fait tous des erreurs, hein, mais on apprend de ses erreurs. Et puis ça m'a appris des choses sur moi. Après, il n'y a pas de. Voilà, chacun son. Chacun son jugement, chacun son chemin. Voilà. Et chacun a besoin d'expérimenter des choses différentes. Mais donc tout ça pour dire, c'est pas parce que quelqu'un est soi-disant fait du tantra depuis 10 ans que ça va ouvrir la chose. En fait, moi, ma croyance personnelle, mais c'est une croyance, hein, et c'est la mienne, c'est que ça se passe vraiment avec une personne, déjà où il y a vraiment de l'amour, et il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas de pouvoir, voilà, où il y a vraiment un amour mutuel, et où on se sent vraiment aimé, voilà, et c'était le cas. Et il y avait une volonté des deux de respect, justement, de transparence, d'honnêteté. On se dit tout, on ne commence pas un acte sexuel sans que tout le monde soit OK avec ça. Et puis, donc la toute première fois, il n'y a pas eu, enfin, j'ai eu l'impression qu'il ne se passait rien là non plus. D'ailleurs, il se passait rien. Donc là, tu parles de la rencontre. Je parle de la rencontre. De la rencontre. Voilà. Et puis, mais on était présents l'un à l'autre. Moi, j'avais déjà fait tout ce travail d'être présente à l'autre. Donc ça, c'était beaucoup plus simple pour moi. Et puis, il y a eu un moment donné où il m'a dit cette phrase magique que je vous livre et qui est vraiment la phrase clé du livre, qui est mais pourquoi tu veux absolument un orgasme en fait, lâchons l'orgasme, lâchons le but. Voilà. Et quand on a lâché le but, et ben paradoxalement, c'est là que l'orgasme continu en fait est arrivé et que je suis devenue vaginale. Alors c'est pas arrivé d'un coup, il a fallu un peu de patience. Il y a tout un moment en fait que tu as peut-être vécu toi aussi où on lâche plein d'émotions parce qu'on a vécu toute cette violence du coït entre guillemets, on ne ressent rien. La violence de l'accouchement si on a accouché et si ça a été violent, parce que c'est pas le cas pour toutes les femmes. Et puis pour l'homme aussi a des choses. C'est pas parce qu'il éjacule à chaque fois et donc il jouit à chaque fois que c'est une expérience magnifique à chaque fois. Ça peut être quelque chose de mécanique, ça peut être quelque chose. Et puis il peut y avoir aussi des hommes violés, des femmes violées qui peuvent avoir des émotions et des violences très très fortes. Et donc il y a tout un temps, et nous ça a duré à peu près 3 semaines dans notre relation, où on a laissé sortir tout ça. Et quand toutes ces émotions qui sont arrivées après aussi, hein, mais vraiment là ça a été un moment assez intense. Et donc il y avait l'espace d'accueillir ça, puisqu'on avait suffisamment d'amour l'un pour l'autre pour ça, même beaucoup d'amour. Et ben après ça, il y a eu ce fameux moment où tout d'un coup j'ai commencé à sentir ce truc vaginalement. Et alors, pour vous dire, dans les livres ils disent que les femmes ont un pôle plus ici, qu'on est magnétique, et que le vagin est un pôle moins. Le pénis est un pôle plus, et le torse d'un homme est un pôle moins. Donc quand ça se réunit,
le pénis plus et rentre dans le vagin moins. Et ces deux polarités créent justement l'alchimie. Et c'est là que ce plaisir incroyable survient. Et en fait, comment on y arrive? Donc en plus de lâcher prise et de se dire on arrête d'avoir l'objectif d'avoir un orgasme, c'est paradoxalement en allant tout au fond du vagin pour l'homme. C'est-à-dire que c'est l'endroit le plus douloureux pour nous, puisque nous on l'a vécu comme ça tout le temps, et ça fait super mal. Alors, tu l'as vécu comme Moi ça. je l'ai vécu hein, comme ça. Et c'est Voilà. c'est ce dont tu Moi témoignes je dans l'ai ton vécu livre. comme ça. Je Et pense que toutes les femmes n'ont pas voilà. forcément vécu toutes ce les que femmes tu as n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, mais moi je Toi, l'ai tu vécu l'as comme ça. ouais. Et en fait, paradoxalement, c'est tout au fond, en y allant super lentement, qu'on libère le truc. Et c'est l'endroit où ça faisait le plus mal pour moi, qui est devenu l'endroit de plaisir le plus immense, en fait. Alors ça c'est intéressant parce que ça parle aussi des blessures en chacun de nous Bien sûr. qu'on a besoin de traverser pour justement les transcender et ces blessures les plus profondes vont devenir nos atouts les plus forts dans la vie. Et du coup c'est ça que tu témoignes à un moment donné. C'est très beau d'ailleurs la manière dont tu le dis, on se prenait dans les bras pendant l'acte sexuel. Il y a eu des libérations des mémoires, des libérations vraiment de... Donc la sexualité peut être un moyen de libérer des mémoires, de libérer des engrammes, de libérer des cristallisations. Et on verra après comment ça fonctionne dans le corps de manière plus physiologique et tout ça. Mais c'est ce parcours-là de libération à un moment donné. Et des fois, on ne sait même pas ce qu'on lâche, en fait. Moi, il y a eu des moments donnés, je pleurais parce que ça sortait comme ça et je ne savais pas... Enfin, j'avais pas de pensée, il n'y avait pas de référence à quelque chose. Mais il y avait juste cette émotion qui était là, voilà, qui était lâchée sur le moment. Et qu'on accueillait tous les deux. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça produit du coup après dans ton quotidien? Comment ça se répercute cette sexualité finalement? Du coup, là, il y a la rencontre, il y a quelque chose qui se passe qui est complètement différent, incroyable. Tu lâches le but, même si on sent encore il y a cette envie d'être vaginale. Non, parce qu'en fait, il y a plus une fois qu'on est vaginal. On a trouvé le Graal, donc il y a plus, en fait on l'est devenu. Et alors une semaine après être devenue vaginale, je suis devenue femme fontaine. Et on avait cette discussion tout à l'heure, tu me disais mais toutes les femmes sont des femmes fontaines potentielles, quoi. Et en fait c'est juste qu'elles n'ont pas trouvé l'endroit dont je vous parlais, ou qu'elles n'y sont pas allées avec quelqu'un qui avait suffisamment d'amour à leur donner pour que ça puisse se libérer. Mais voilà, je pense que c'est tout un chacun peut atteindre ça à partir du moment où on lâche le but et on est juste dans l'instant présent et on est juste dans le désir de l'autre, dans le respect et qu'on libère justement tout ce qu'il y a à libérer avant de pouvoir atteindre ça. Et comment du coup ça agit sur ta vie, cette sexualité différente? Eh ben déjà c'est fou parce que alors moi j'ai toujours eu beaucoup de libido. Et avec mes précédents partenaires, j'étais jamais satisfaite parce qu'il n'y avait jamais assez de sexe, entre guillemets. Et en fait, là, je me retrouvais à faire l'amour 4 fois par jour et à en vouloir même plus encore. Parce qu'en fait, on jouit tout le temps, en fait. Et là, c'était ça qui était fou, c'est que du début à la fin de l'acte, je jouissais en permanence. Donc c'était... Et puis c'était pas une jouissance de ce monde, c'est-à-dire que tu te dis, c'est pas une jouissance... Enfin, encore aujourd'hui, je me dis, c'est incroyable ce que je vis, quoi. Ça a rien à voir. Je pensais même pas que c'était possible que ça existe, en fait. Et du coup, c'est tellement divin, entre guillemets, que on a l'impression d'être dans un autre monde, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, qu'est-ce que ça a changé? Ça a apporté énormément de magie, j'ai envie de dire, dans ma vie. Ça a apporté... Est-ce que la violence, du coup, que tu as dans tout le début de ton parcours... ça s'est apaisé, il n'y en avait plus, en fait. Ouais. Là, il n'y avait vraiment que du respect. Parce que déjà, il y a plus de douleur dans le vagin, déjà, comme tu le dis. La douleur est devenue plaisir. Ouais. Et même dans ton rapport à l'autre, l'homme, comment ça se... Un rapport beaucoup plus sain, beaucoup plus dans la confiance, voilà. Et je pense qu'il y a... Dans le tantra, il y a une certaine
acceptation qui peut être, et aussi, ça aussi, c'est une violence qu'on se fait les uns aux autres. Quand on dit à l'autre, ouais, toi t'es trop grosse, t'as des vergetures là, t'as des machins, t'as de la cellulite, ou j'en sais rien, j'aime pas ça chez toi. En fait, il y a pas ça dans le tantra. On accepte l'autre tel qu'il est et on a tous des défauts, des qualités, on s'en fout. En fait, on devient je lisais même un livre où on transmute, et il y a même des techniques de l'Égypte ancienne où on voit un dieu et une déesse, et le but c'est de transmuter et de voir un dieu et une déesse à la place de la personne avec qui tu Ah es. non, on retourne dans les fantasmes là. Ah non, mais alors là pour le coup c'est pas le fantasme, Ouais. c'est la personne se transforme devant tes yeux. Mais je l'ai pas encore vécu. Donc, je ne peux dire que ce que je vois dans un livre, mais voilà, moi je l'ai pas vécu. Tu l'as vécu peut-être? Je sais pas les de choses quoi se tu parles, transforment mais- ou pas? Non, c'est pas le cas. Ok, très bien. En tout cas, voilà, bon bah, en tout cas, c'est un parcours fort que tu livres, et je te remercie encore une fois. Ce qu'on peut dire, enfin en tout cas, ouais, ce qu'on peut vraiment dire de ce livre, c'est qu'il y a vraiment ces deux étapes, et ça, moi, je le ressens beaucoup dans ton écriture. Comme je le disais en introduction, c'est effectivement c'est la voie de l'apaisement, en fait, vraiment. Cette rencontre avec la sexualité sacrée. Et ça, c'est très, très touchant et très beau dans ton parcours. Donc, je te remercie de le livrer et de le livrer en tout cas à tous les hommes et toutes les femmes sur Terre qui cheminent aussi pour découvrir tout ça. Ce que je vous propose, Tu veux nous parler toi un petit peu de tout ça là? ouais, on passe Plus en mode naturo, parce que tu es quand même spécialiste. Ah non, oh là là, Bon, dis pas ça. T'es une naturopathe quand même, donc Oui, tu es quand mais même un peu plus spécialisée que j'ai préparé les petites choses. Voilà. Voilà, après, c'est une discussion ouverte. Hein. D'abord, est-ce que vous avez des questions à poser à Olivia? Ou ça peut être plus tard, hein, dans le sac de parole. Après, C'est comme vous on voulez. va avoir un temps d'échange après. Voilà. Mais si vous avez là tout de suite des questions, des trucs pas clairs, c'est le moment. Non? C'est clair? Ouais. Alors en fait, l'énergie dont parle Olivia tout à l'heure, j'avais envie de faire un petit point un petit peu plus théorique pour voir comment ça fonctionne en fait. Donc du coup, en naturopathie, nous on appelle ça les biotons, l'énergie on va dire vitale. Donc, les Chinois appellent ça le qi, les Indiens, Qui, mais c'est oui, chi. les Indiens appellent ça le prana. Nous, en naturo, on appelle ça les biotons. Mais tout ça, c'est la même chose en fait. Voilà, c'est un vocabulaire différent, mais ça veut dire pareil. Et en fait, notre énergie vitale, donc déjà tout le monde a de l'énergie vitale, sinon on ne serait pas debout. Hein, elle vient des profondeurs de notre être, et je dirais même du périnée. Et c'est cette énergie qui nous maintient en vie, qui nous maintient debout. Le premier moment où on la capte, c'est au moment où on est conçu. D'accord ? Il y a cet acte-là. C'est cet acte-là qui conçoit un être, et c'est cette énergie-là qui ne va pas nous quitter et qui va faire que voilà, on se maintient debout. Et c'est cette énergie en naturopathie, cette énergie vitale, qui a le pouvoir de nous, enfin en tout cas de réguler l'homéostasie, etc., qui fait qu'on est en santé, en tout cas le corps fait ce qu'il faut pour nous maintenir en vie en permanence, et de nous auto-régénérer, de nous auto-guérir s'il y a besoin, etc. Et en fait, cette énergie vitale, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça n'est rien d'autre que de l'énergie sexuelle. Et c'est ça qui est difficile d'imaginer, parce que souvent les gens disent « Oh, moi j'ai déjà, donc oui, est-ce que l'énergie vitale c'est l'énergie sexuelle ?» Bah oui, c'est l'énergie sexuelle. Mais parfois, en fait, on ne peut pas mettre ce mot. On peut pas sexuel. mettre ce mot. Bah On peut pas mettre ce mot sexuel. Ça serait trop bizarre de dire j'ai de l'énergie sexuelle. T'imagines ? Non, t'as de l'énergie sexuelle, toi. Non, t'as de l'énergie. Mais en fait, c'est de l'énergie sexuelle, et c'est ça
qui est intéressant de mettre en miroir là ce soir. Comprendre que l'énergie vitale et l'énergie sexuelle, c'est la même. Hein. Parfois, elle est pas toujours... parfois, elle peut être bloquée, elle peut être... On parlera de ça après, parce que j'ai oublié quelque chose. Mais c'est pas grave. Dans mes questions, mais c'est pas grave. Pendant que tu le disais, j'ai ce chakra-là qui s'est mis à vibrer. Et voilà, mais on en parle après. Au moment où ça monte. Et du coup, l'énergie sexuelle, effectivement, c'est pas la sexualité. La sexualité, c'est la sexualité, mais l'énergie, c'est l'énergie. C'est quelque chose qui est impalpable. C'est quelque chose qui traverse. Et d'ailleurs, toute la journée, vous ne faites pas attention à cette énergie. Quand vous marchez dans la rue, elle vous traverse, point. Voilà. Elle est. Hein. Et donc, du coup, effectivement, c'est cette première énergie est captée au moment de la conception de l'être humain. Et cette énergie-là, elle va traverser des centres énergétiques. Donc, qu'on appelle les chakras en Inde. Tout le monde connaît maintenant les chakras, on entend parler tout le temps de ça, et effectivement. Alors, en Inde, ils ont une façon de parler de ça, les taoïstes une autre. Encore une fois, tout ça, c'est que la même chose. En tout cas, cette énergie vitale, ces biotons captés, à un moment donné, vont traverser le corps et venir nourrir, vraiment comme un feu, ces centres énergétiques, et les faire tourner, parce que ce sont des centres énergétiques qui tournent, et les alimenter. Voilà. Mais ces centres énergétiques, ils sont reliés, éminemment reliés à tout notre psychique et notre émotionnel. Et donc, du coup, si par exemple on a des blessures, des cristallisations, des engrammes, des choses qui sont bloquées en nous, bien parfois cette énergie, elle va passer, mais elle aura du mal à passer correctement. C'est un petit peu comme si dans une plomberie, dans un tuyau, il y a de l'eau qui passe, mais il y a un peu de boue. Alors du coup, ça passe, mais voilà, c'est un peu dévié, c'est un peu... Et d'ailleurs, les chakras peuvent se dévier, hein, puisque c'est dans les corps... Oui, c'est dans les... je savais pas ça. En fait, c'est dans les corps énergétiques, en fait. C'est dans ton corps, mais c'est aussi dans tes corps énergétiques. Et donc, des fois, si ton chakra se dévie, il peut être à 2 mètres de toi, ton chakra. Et pourquoi il faut ça ? C'est pas qu'il le ferait, c'est que c'est comme ça. Notre corps est bien plus grand que notre corps physique. Nos corps énergétiques sont bien plus grands. Donc voilà, et cette énergie, donc on va parler de ça. C'est ça ce qui se passe. Cette énergie que du coup on appelle la Kundalini chez les Indiens, et qui nourrit ces centres énergétiques, va partir effectivement, comme tu disais tout à l'heure, du périnée et va monter jusqu'en haut, jusqu'au chakra couronne, et elle va avoir vraiment un rayonnement circulaire. Ça, c'est super important de le comprendre. C'est une énergie qui est vivante et qui se base vraiment sur deux pôles, le pôle masculin et le pôle féminin à l'intérieur de nous. Et c'est comme ceci, que ces deux, c'est un peu comme deux serpents, hein, donc du coup le caducée prend tout son sens. Prend tout son sens, parce qu'effectivement l'énergie vitale, c'est bien ça, c'est bien de ça qu'il s'agit. Ce masculin et ce féminin, c'est ces deux énergies positives et négatives, le plus et le moins, se rejoignent, nourrissent les centres et vont du périnée. Voilà. Donc bon, vous les connaissez, je veux pas revenir là-dessus, c'était juste pour donner... Alors, des évocations comme ça. L'étymologie, la racine latine de sexus signifie séparation, distinction. C'est intéressant. C'est-à-dire que le sexe, la sexualité, c'est
donc l'origine, c'est séparation et distinction. Hein. C'est pour ça qu'on entend parfois certaines personnes qui font des stages de tantra dire la fusion au cœur de la séparation. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le yin et le yang, encore une fois. Hein, la fusion et la séparation, le yin, le yang, enfin, tout ça, c'est encore la même énergie, c'est le même vocabulaire, en fait. C'est la même chose. C'est simplement dit d'une manière différente. Au niveau émotionnel, c'est l'existence d'émotions spécifiques à la sexualité, en particulier l'attachement au partenaire. Alors, tu en parlais juste avant. Et dans certaines espèces, le plaisir érotique. Chez nous, cet attachement au partenaire, il est important chez l'être humain. Là, tu vis en plus différentes, on va dire, expériences, et notamment le polyamour, et tu vois qu'il y a quelque chose qui te manque, c'est cette notion d'attachement. Et que c'est comme si c'était du coup pas possible pour toi d'aller au cœur de cette énergie. Qu'est-ce que je voulais... Alors bon, ça, le comportemental mâle-femelle, bon, j'en ai déjà un peu parlé, mais effectivement, ce sont bien ces deux énergies, ces deux polarités qui vont créer la vie, on va dire. Hein, Mais je tiens à dire quand même qu'en tantra, deux personnes du même sexe peuvent avoir une sexualité sacrée. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être hétérosexuel, parce que la polarité masculine d'une femme va connecter la polarité féminine d'une autre femme, et vice-versa. Et donc, c'est totalement possible, puisque nous avons tous, femmes et hommes, le masculin et le féminin à l'intérieur de nous. Et donc, aller rencontrer la sexualité sacrée, c'est aller positionner le masculin et le féminin correctement en nous aussi. C'est tout un travail de cheminement à faire en tout cas pour équilibrer cette énergie. Ce que je voulais juste rajouter, c'est pour les personnes seules, on peut cultiver aussi cette énergie sexuelle seule et atteindre des états d'extase seule. Alors, je viens de lire un livre là-dessus. Et d'ailleurs, dans les livres de Mantak-Chia, il donne des exercices aussi pour ça. Donc voilà, le fait d'être pas en couple, ça doit pas être un frein à ça aussi. Sinon, ça voudrait dire que si on est seul, on n'est pas vivant. Et ça, c'est pas possible puisqu'on est vivant. Et que l'énergie vitale, c'est l'énergie sexuelle. Donc si on est vivant, c'est qu'on a une énergie sexuelle. Mais toutefois, quand on est seul, ça demande plus d'efforts parce que ça se fait pas automatiquement, mais beaucoup plus facilement quand on est à la rencontre. Voilà. C'est sûr. Alors, il y a aussi, au niveau cognitif, la capacité cognitive à élaborer tout un ensemble de représentations, de symboles, de croyances, de valeurs spécifiques à la sexualité. Alors, c'est vrai que, du coup, cette partie cognitive, aujourd'hui, on est beaucoup dans un monde où, voilà, il y a une espèce de fantasmes, de représentations de la sexualité, etc. Et toi, tu le traverses d'ailleurs, et c'est hyper intéressant dans ton parcours. Tu dis qu'à un moment donné, t'arrêtes, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est qu'en fait, en tout cas pour la femme que tu étais, c'est qu'on quitte le mental, on quitte le monde, en fait, du tout mental, pour aller connecter une énergie beaucoup plus yin qui est dans le fond de ton vagin, et qui du coup là va t'amener à autre chose, à un lâcher prise, et où on n'est plus dans cette espèce de focus. Même si effectivement le symbolisme, la représentation, ça peut exister et ça peut être savoureux dans une relation. Mais si c'est trop ça, eh ben ça peut être, on va dire, ça peut être, comment dire, l'énergie inversée, on va dire, dans quelque chose qui est trop mental. Qui est trop mental, voilà. Voilà, donc au niveau anatomique, tout ce qui a trait à la reproduction, j'en avais déjà un peu parlé au moment de l'acte. Et puis, la sexualité au niveau spirituel. Donc la sexualité sacrée est une sexualité qui fusionne le corps, le cœur et l'âme en conscience, basée sur la respiration, le respect, et dans laquelle deux êtres vont se rencontrer et atteindre l'extase spirituelle. Et c'est intéressant de voir qu'il manque sur cette affiche, du coup, mais ça vient d'où? Eh bien, ça vient
de l'énergie. Effectivement, cette énergie du yin et du yang qui va nourrir nos centres énergétiques, c'est cette énergie-là qu'il va falloir aller découvrir, aller travailler. Et pour cela, on ne peut pas l'atteindre ni avec notre mental, ni avec des représentations ou des choses violentes. On ne peut que y aller avec du yin, du yin, du yin, du yin, du yin. Alors, dans alors je suis revenue, bon, c'est pas grave. Dans le. Je pense que c'est peut-être la diapo d'après. Non, c'est pas grave. Dans le parcours de la Kundalini, il peut se passer des choses. C'est que quand vous avez des engrammes forts ou des cristallisations ou des blessures profondes qui ne sont pas encore complètement, on va dire, guéries en vous, et bien par exemple si vous avez la possibilité de rencontrer un partenaire avec qui vous pouvez dans une entente mutuelle aller vers cette sexualité consciente, je vais y arriver, et bien cette sexualité, elle peut apporter des moments de guérison vraiment. Du coup, Olivia dit tout à l'heure, on se prend, voilà, je citais tout à l'heure l'exemple, on se prend dans les bras, et là il y a vraiment des larmes qui coulent, il y a vraiment donc quelque part cet ego qui se fissure et ces blessures qui se révèlent et qui se libèrent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Et bien tout simplement, c'est que la Kundalini est en train, c'est comme si l'eau dans le tuyau, elle est en train de passer et que en fait, elle est très forte à ce moment-là. Et donc du coup, ça fait comme un truc qui va un peu déboucher l'espace bouché. Et donc du coup, ça passe un peu en force. Et donc ça peut faire des tremblements comme moi. Ça peut faire des tremblements. Olivia, elle en avait encore beaucoup de temps en temps et que ça pouvait même arriver dans la vie. Et ça m'arrive là, tu vois. Donc, en fait, moi, ça m'arrive tous les jours et que je pense au sexe ou pas du tout. Je pense que c'est émotionnel ou c'est des mots ou c'est des sensations qui me traversent. Et ça m'arrive même que ce soit là. Je sens que depuis tout à l'heure, c'est plutôt là et là. Et alors, chaque chakra signifie quelque chose. Chaque chakra a une couleur, chaque chakra a une note de musique associée. Et d'ailleurs, quand on fait l'amour et qu'on est dans la sexualité sacrée, il y a 3 piliers. Il y a le son, il y a le souffle et le mouvement. Et en fait, il peut arriver qu'on ait des sons qui arrivent. Et des fois, je ne sais pas pourquoi, je tiens des notes. Tout d'un coup, il y a un ou un voilà. Alors, il faudrait qu'on s'enregistre pour savoir quelle note c'est joué, parce que chaque note correspond à un chakra. C'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc, du coup, moi, je pense qu'il y a un champ d'exploration incroyable à faire là-dessus. Peut-être que les gens travaillent dessus d'ailleurs. Voilà, déjà. Et où, finalement, est-ce qu'on rééquilibre pas des choses avec la voix dans l'acte sexuel aussi, quoi. Et oui, le chakra de la gorge, il est important parce que c'est le chakra de l'expression. Et donc, du coup, quand tu as pu être dans un dialogue respectueux avec un partenaire et que tu peux exprimer l'être profond que tu es, à ce moment-là, le chakra de la gorge, ça y va, hein, dans l'acte sexuel, je veux dire. Donc, ça me paraît assez logique. Du coup, voilà, il peut y avoir des tremblements, mais il peut y avoir, ça peut être très doux, ça peut être sentir sa Kundalini, c'est donné à chacun. Enfin, tout le monde peut, de la même manière que toutes les femmes peuvent être sont femmes fontaines. Tout le monde est traversé par la Kundalini. Simplement, il n'y a pas forcément la même conscience, c'est tout. Mais je veux dire, tout le monde, il n'y a pas des gens surhumains sur Terre qui vont être traversés par leur Kundalini et d'autres pas du tout. Alors, moi, j'ai pas eu l'impression que j'étais traversée par la Kundalini. J'ai senti sur 1 an que chaque chakra s'éveillait tour à tour, mais jamais j'ai eu l'impression qu'il y avait une énergie qui montait, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment... Et pourtant, je pense que c'est ce qui s'est passé. Ça s'est monté au fur et à mesure.
mais j'ai jamais senti l'énergie. Ce que je sens, c'est juste le tremblement, mais je sens pas l'énergie à l'intérieur de moi. J'ai peut-être pas encore la subtilité qui s'est développée Non, là-dessus. mais je après, sais pas. voilà, enfin, il y a pas de... Chacun le sent différemment. En tout cas, voilà, ces tremblements, ça peut être quelque chose qui révèle qu'effectivement, là, il y a l'énergie qui est en train voilà, de passer, d'essayer de passer. C'est un peu, j'en prenais cette image tout à l'heure, mais c'est vraiment, l'idée, c'est un peu comme une énergie motrice forte, parce que c'est vraiment, la Kundalini est une énergie motrice hyper puissante. Ça supporte un être, quoi, donc c'est puissant. Imaginez un marteau-piqueur sur quelque chose qui serait dur, qui serait cristallisé, et ben, ça fait ça. Et donc, effectivement, il y a ce côté, voilà, ça tremble. Parce que c'est un grand passage dans le livre, on ne va pas tout spoiler, mais où tu te poses des questions par rapport à ça. Alors, eh bien oui, une sexualité épanouie nourrit l'amour, augmente notre vitalité et renforce notre santé mentale. Pourquoi notre santé mentale? Parce qu'effectivement, elle va nous faire travailler vraiment sur nos blessures. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vrai que quand on chemine personnellement sur un chemin de conscience ou spirituel, la sexualité peut être un vrai outil de travail sur soi, vraiment. C'est quelque chose qui comment dire, c'est une voie, ça ne veut pas dire que... Enfin, bon, peut-être que c'est la seule. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, mais c'est une voie pour continuer à travailler sur soi et libérer des choses. Voilà. Et de manière douce, agréable, puisque c'est quand même magnifique de partager un moment de douceur, de tendresse et de sensualité avec quelqu'un. Donc, pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, dans le tantra... il y a plusieurs branches. Il y a plusieurs branches. Donc on voulait juste vous parler un petit peu des branches du tantra. Donc il y a tantra, néo-tantra, il y a... On va peut-être dire le néo-tantra, c'est en fait le tantra qui a été importé d'Inde pour les occidentaux en fait. Ouais. Mais c'est autre chose qui a fait ça surtout. Donc Osho, c'est lui qui a beaucoup travaillé mais pas que lui. Hein. Oui, c'est vrai que lui, il a mis pas mal de techniques, voilà, et beaucoup de gens qui ont été des disciples de Osho ont après beaucoup développé le tantra en Occident. Donc c'est pour ça qu'on le nomme souvent. Et effectivement, la dimension de la guérison émotionnelle et celle de la transcendance sont essentielles au néo-tantra selon Osho, mais parce que de toute façon, c'est ça, c'est l'énergie sexuelle, elle ne sert pas qu'à procréer, elle sert vraiment à émanciper l'être, et ça, j'en suis profondément convaincue. Donc effectivement, dans le tantra, tout à l'heure tu l'as dit, quelque chose voilà, est vécu par celui qui expérimente ça. C'est effectivement de ne pas chercher le but, pas du tout, d'être vraiment dans autre chose et d'accepter que ça se passe ailleurs, dans un lâcher-prise. Et ça, c'est pas facile, et notamment, alors j'allais dire pour les hommes, mais non, c'est tout aussi dur pour les hommes que pour les femmes, parce que la femme, elle peut être super mentale, et du coup pas du tout arriver à aller dans sa sensualité, etc. L'homme, il peut être super, voilà, avoir envie d'un plaisir rapide, etc. Et pas du tout être connecté à son yin. Très important, un homme, pour asseoir son féminin, son masculin, ça y est, je l'ai faite. Pour asseoir son masculin, il va avoir besoin de l'énergie féminine. Une femme, pour asseoir son féminin, elle va avoir besoin de l'énergie masculine, puisqu'on a vu qu'on avait les deux énergies en nous, c'est comme ça qu'elles dialoguent, d'accord? Et donc un homme, quelque part, l'homme qui va être le plus viril, c'est l'homme qui va connecter le plus possible sa partie yin. C'est fou à dire, on a du mal à l'entendre, mais c'est vraiment ce qui se passe. Et une femme qui va être la plus yin, c'est qu'elle va vraiment aller connecter sa partie yang à l'intérieur d'elle et s'appuyer dessus comme un socle. Et du coup, dans le qu'est-ce que je voulais dire,
je voulais parler des polarités, mais c'était pas ça que je voulais dire, c'est pas grave. Oui, et voilà. Et donc, du coup, il y a effectivement dans la sexualité qu'on entend partout, qui est la sexualité, on va dire, comme tu disais tout à l'heure, classique, qu'on apprend malgré nous d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'apprend jamais finalement, c'est quelque chose qu'on expérimente, mais on ne sait pas. Et ben, mais tout ce qui est véhiculé, on va dire, médiatiquement, etc., c'est l'homme, pour être fort et viril, il éjacule. Et puis la femme, il faut qu'elle soit comme ci et comme ça, etc. Donc du coup, on est dans un espèce de schéma carcanique terrible. Et en fait, l'être, il se vit pas. Il se vit pas à l'intérieur. Et donc du coup, voilà. Et du coup, des fois, il y a un gouffre et on comprend pas pourquoi. Et on en souffre terriblement. Donc du coup, l'idée, en tout cas dans le tantra, c'est d'aller le plus près possible d'une forme de lâcher prise. Et pour l'homme, ça va passer aussi par renoncer à ce besoin d'éjaculer et de penser que c'est ça qui fait sa virilité, mais plutôt d'aller vers le yin, donc ne pas éjaculer. Et la femme, au lieu de croire qu'elle doit absolument faire quelque chose pour l'acte, ne rien faire. Elle ne fait rien, c'est l'homme qui fait tout. C'est pour Alors, ça qu'ils sont plus musclés en fait. Et du coup, c'est d'accepter pleinement ces deux choses-là. Et cette rencontre-là, effectivement, elle est passionnante. Et du coup, alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler donc de slow sex, hein, le slow sex, pardon. C'est dur à dire, hein, slow sex. Donc être dans le moment présent, revenir au corps vécu de l'intérieur, la détente, le jeu de la polarité homme-femme, toutes ces théories commencent à arriver. Voilà, ça vient doucement. Mais voilà, c'est encore pas quelque chose de très commun. Et c'est basé, tout ça, sur, donc on a beaucoup parlé de tantra, mais on peut parler aussi du Tao. Il y a toute une littérature dans la Chine ancienne qui est absolument extraordinaire. Moi, je sais que c'est quelque chose, les textes qui m'ont le plus touchée, c'était ces textes-là, alors que c'est pas forcément ma culture. Mais quand je les ai lus, genre, c'était beau, je trouvais ça beau. Quand on dit que pour pouvoir rentrer dans la femme, enfin, je sais plus comment, c'est beaucoup plus joliment dit que ça, mais l'homme doit taper à la porte de jade, etc. Enfin, c'est que des belles images comme ça. Il faudra qu'on ait des extraits dans une prochaine, voilà. En tous les cas, dans l'homme multi-orgasmique, la femme multi-orgasmique, tout ça, enfin les livres de Mantak-Chia, lui, c'est un maître taoïste, donc lui, il raconte un peu tout ça sous l'angle Tao, mais le Tao englobe plein de choses en Chine. Hein. Si tu fais du Tai Chi, c'est faire circuler l'énergie, le Chi, peu importe ce qu'on fait. Ça peut être de la médecine chinoise, ça peut être tout ça, mais il se trouve qu'il y a un pan qui est lié à la sexualité. Et une information intéressante, c'est que les Chinois, aujourd'hui, ils ont un gros problème avec la natalité, ils ont été obligés de restreindre, etc., parce qu'ils ont trop de monde, etc. Mais il faut savoir qu'en fait, en Chine, donc il y a 5000 ans, la contraception était complètement naturelle et régulée via le Tao et l'énergie sexuelle Tao. C'est-à-dire que l'homme était le gardien de la semence et que l'homme ne donnait pas sa semence n'importe comment. Sauf si c'était voulu. Et donc du coup c'était intentionné. Et aujourd'hui on a perdu cet aspect-là et la semence est donnée en permanence. Et du coup, c'est perdu, parce que ce qu'il dit aussi, c'est qu'au bout d'un certain temps, l'homme devrait, ou ce serait préférable pour l'homme qu'il éjacule le moins possible, parce que ça lui fait perdre de l'énergie vitale. D'ailleurs, beaucoup d'hommes sont fatigués après avoir éjaculé, et même peuvent avoir des points de déprime, en fait. Et ça, c'est parce qu'ils perdent leur énergie. Et du coup, c'est même nommé cette déprime, on appelle ça la petite mort. Hein. Oui, c'est dire à quel point l'énergie vitale est perdue. Alors, la petite mort, c'est pas l'orgasme?
L'orgasme éjaculatoire. Moi, je pensais que c'était pour la femme aussi, la petite. Bon, alors après, il y a tellement de façons, mais pour moi, c'est symbolique du fait qu'effectivement, il y a cette déperdition. C'est vraiment... Alors après, on pourrait dire que c'est la petite mort parce qu'on lâche le mental aussi, c'est possible aussi, mais je l'entends plus dans le sens où vraiment cette énergie est perdue. Ouais, et la femme n'a pas cette déperdition d'énergie. Qu'elle soit femme fontaine ou pas, d'ailleurs. Ouais. Voilà, qu'elle ait développé cette dimension-là. Toutes les femmes sont femmes fontaines. Oui, qu'elle ait développé cette dimension-là ou pas. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? On a fait le tour du Tao, non? Oui, voilà. Et donc du coup, dans les textes anciens, de la Chine ancienne, il y a même carrément des indications où on dit, voilà, à partir de 40 ans, l'homme il devrait plus éjaculer que... même pas 10 fois par an, parce qu'à partir de 10 fois par an, il commence à perdre en énergie vitale, etc. L'homme qui fait ça, au contraire, il gagne tant d'années de vie, etc., etc. Donc c'est vraiment étonnant de voir à quel point dans la médecine traditionnelle chinoise, cette énergie sexuelle, elle est considérée comme une médecine interne du corps, et que c'est beau de savoir que voilà, on peut utiliser cette énergie médecine du corps, quoi, vraiment. Voilà. Alors le Tao de la femme, tu en as déjà beaucoup parlé, mais effectivement l'anatomie du plaisir, elle va passer par mieux se connaître, avoir cette conscience de son périnée aussi, et comment on peut le contracter ou pas ou non, c'est valable pour l'homme comme pour la femme, et les effets que ça produit. Alors là il y a tout un tas de propositions, mais je vais pas les dire toutes, parce que l'idée c'est qu'on fasse un partage. Le sourire intérieur qui est aussi beaucoup décrit chez Mantak Chia, ouais. En tout cas cette ouverture, cet état d'être ouvert. On parlait des sons, les 6 sons de guérison, donc effectivement c'est ce que tu disais sur les notes, voilà. Et puis évidemment la respiration, parce que cette énergie, elle est complètement liée à la respiration. Si on est bloqué au niveau de la respiration, ça va bloquer la Kundalini, ça va bloquer l'énergie. Voilà, donc c'est globalement... Il y a dans les livres de Mantak Chia carrément des façons pour l'homme de faire des exercices, par exemple s'il a du mal à contrôler son éjaculation, ce qui peut arriver. Alors ça c'est clairement lié à des états de blessure, des états émotionnels qui sont encore engrammés, ouais. Mais c'est complètement faisable de faire un chemin par rapport à ça et de s'entraîner, c'est-à-dire ça peut vraiment être comme un entraînement musculaire, quoi. Donc c'est pas une fin en soi, voilà. J'ai connu un homme qui avait cette problématique-là, et il s'est intéressé à l'énergie, en tout cas au Tao, et il a complètement réussi à se défaire de toutes ces blessures, et du coup de plus être dans cette éjaculation là. Systématique. Ouais. C'est quoi la traite du bâton de jade? Le bâton de jade, c'est le pénis. Voilà. Le bâton de jade. Mais tu vois, c'est parce qu'en fait, dans les textes anciens chinois, tout est magnifiquement dit. C'est dit avec des mots, voilà. Le bâton de jade, c'est la porte de jade, c'est le vagin. Enfin, c'est le vagin. C'est imagé, quoi. C'est imagé, voilà. Donc, du coup, c'est... Non, mais comme après, on parle plus nettement du gland, des testicules, du pubis, vraiment, je pensais... Oui, je comprends. Oui, c'est vrai. Aurait pu très bien dire que le gland, je sais pas, c'est une petite boule, je sais pas. Tu vois que ça soit imagé. Ouais, absolument. D'accord, merci. Voilà. En tout cas, voilà. Et puis, on vous parlait tout à l'heure de cette énergie qui circule. Et dans le tantra, on va dire que la position qu'on voit le plus souvent possible, c'est notamment la Shakti, qui est la femme qui se met sur l'homme, qui est en lotus. Sur l'homme en lotus, exactement. Donc on voit beaucoup ces représentations en Inde. Et effectivement, c'est une façon de ressentir cette énergie
Cette énergie, elle est vraiment palpable. Donc, si on veut y être conscient et qu'on s'ouvre à cette conscience et qu'on demande à ce que ça arrive, on peut vraiment le recevoir. Alors, on dit l'attention suit l'énergie. Voilà. Et alors moi, je la sens jamais. Je te dis, je sens juste les chakras qui vibrent, mais je ne l'ai jamais senti. Donc, vous pouvez aussi ne pas la ressentir. Mais vous pouvez essayer de vous imaginer le circuit. Moi, j'ai déjà essayé, mais c'est pas parlant pour moi. En tout cas, tout le monde peut le ressentir. Encore une fois, c'est une histoire de cheminement et tout le monde peut le ressentir. Il n'y a pas de voilà. Donc cette énergie, juste pour la décrire, elle part du périnée, elle passe à l'intérieur du corps. Donc c'est vraiment, oui, quand je touche mon corps là, il y a vraiment une pression sur le muscle. Et ben c'est la même chose à l'intérieur du corps. Mais sauf que c'est pas ça, c'est une énergie quoi. C'est vraiment palpable, c'est vraiment fort. Ça part du périnée, ça monte. Donc, comme on disait tout à l'heure, ça vient nourrir les différents corps énergétiques, enfin les différents centres énergétiques. Et puis après, ça va se poser là où ça a besoin de se poser. Donc, toi, tu le ressens des fois, ça se pose là, voilà. Des fois, ça se pose là. Et quand tu le ressens, ça tourne. Parce que ces centres énergétiques, c'est comme des roues. C'est vraiment comme des roues. Et si vous êtes en communion avec un partenaire avec qui il y a cet attachement dont on parlait tout à l'heure, enfin, cet amour, ce respect, etc., et que l'autre est aussi dans cette ouverture-là, il peut y avoir vraiment, c'est-à-dire que là, moi, je peux ressentir ce circuit à l'intérieur de moi, mais à partir du moment où je me connecte avec l'autre, je peux ressentir que mon circuit va dans l'autre, traverse l'autre et revient dans mon périnée. Et ça, c'est vraiment palpable. Ça existe. C'est possible. Donc vraiment, c'est très fort de le ressentir. C'est très puissant. Mais je veux dire, mais c'est accessible. Ah ben, c'est accessible, complètement accessible. Ça fait peu de temps. C'est simplement une histoire de... C'est de la gymnastique. Moi, je ne le sens pas du tout. Mais chacun son rythme. Ce sera le deuxième. Voilà, c'est ça. Ce sera l'opus 2. Donc voilà, et juste pour dire qu'effectivement, ce dont les anciens, les traditions anciennes nous parlent, c'est palpable, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a été beaucoup trop longtemps, écartés de toutes ces connaissances spirituelles. Peut-être parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que l'homme n'était pas forcément prêt, ou j'en sais rien, mais parce du que coup... c'est peut-être c'est aussi moi je pense qu'il y a quelque chose par rapport à la femme aussi, on ne veut pas que la femme le sache, et d'ailleurs je le dis dans le livre, à un moment donné, c'est comme si c'était un mythe en fait d'être vaginal. Il y a même plein d'articles qui sont écrits qui disent ça n'existe pas en fait, c'est un mythe, voilà, alors que c'est complètement faux. Et du coup, je pense qu'il y a une volonté qu'on ne reprenne pas, j'allais dire ce pouvoir, mais c'est pas un pouvoir, c'est un droit de naissance, en fait. Et pourquoi on veut peut-être pas que la femme soit satisfaite? Pour quelle raison? Je sais pas, mais en tous les cas, il y a ce dénigrement, je pense, de la femme et de son plaisir, et elle reste un objet, en fait. Voilà. La femme et l'homme. Oui, peut-être parce que... Et le pouvoir, c'est le pouvoir. Je pense que ça concerne vraiment la femme et l'homme. Après, je partage pas forcément l'idée qu'il y a une conspiration ou quelque chose. Ah, j'ai pas dit mais en tout cas, en tout cas, c'est un fait. L'humain aujourd'hui, il est coupé de ce truc-là. En tout cas, il a été très longtemps coupé de ses connaissances. Or, c'est des connaissances qui sont tellement logiques, tellement, enfin, ça nous constitue. C'est comme avoir la connaissance qu'on a 2 yeux, en fait. C'est pareil. Et qu'on a des dents pour mâcher. C'est exactement pareil. Mais la sexualité a été tellement un tabou pendant longtemps que bon, bah voilà. Du coup, il faut tout réapprendre. Presque. Je crois que c'est la fin. J'ai envie de faire l'amour avec toi.